Amis de sagesse traditionnelle, bonjour. Nous allons entendre une table ronde consacrée au problème du Graal. Nous avions traité de cette question lors du festival Graal et Chevalerie en 1990. Pour vous présenter les principaux intervenants, je vais laisser la parole à Josette Lafont. Sachez en tout cas que cette conférence fut enregistrée le 18 novembre 1990 en la cité médiévale de Carcassonne. Bonne écoute. Donc, nous entamons la dernière partie de ce festival avec une table ronde qui est consacrée encore au Graal. Et nous présentons avec un plaisir particulier à tout seigneur, tout honneur, Victoria Cirlo, qui nous vient d'une région qui est proche de notre cœur puisqu'elle vient de Catalogne, exactement de Barcelone, où elle est professeure de philologie romane à l'université de cette même ville. Elle s'est consacrée à l'étude de la chevalerie médiévale sous ses divers aspects, l'armement, la guerre, et aussi de sa représentation dans la littérature médiévale. Elle a publié diverses œuvres, Perlesbaus, pour parler avec l'accent de son pays, ou les Hautlibres du Graal, et les Mabinogions, ou les Chroniques de Froissart. Elle est l'auteur d'un essai sur le roman arthurien et achève un roman de chevalerie castillane, Amadis des Gaules. Monsieur Henri Tornoguès, qui est passé grand maître de la Grande Loge de France, qu'il a dirigé, il vient de publier un livre, L'idée maçonnique, qui constitue réflexion sur la philosophie de la franc-maçonnerie, aux éditions Trédaniel, où il a dédicacé ce livre d'ailleurs tout à l'heure. Et enfin, Jean-Marc Gall, qui est un peu l'enfant terrible du festival de Carcassonne, auquel il est très attaché. Vous avez pu vous en apercevoir, il aime déranger, secouer les gens. Il se dit anti-religieux, mais lisez son œuvre et vous verrez transparaître son amour pour la Vierge de Chartres dans des pages qui mériteraient d'être d'anthologie. Les martyrs de Montségur, l'archange Saint-Michel, les fées et les corrigans de Brocéliande. Et découvrez le monde plus inquiétant, des grands enchanteurs, monde qu'on ne fréquente pas sans y laisser un peu de soi, et sans provoquer une immense soif de connaissance que seule la grande source primitive de l'au-delà pourra apaiser pour lui. Merci Josette Lafont de cette petite présentation que je partage bien sûr en disant que je suis peut-être l'enfant terrible du festival de Carcassonne avec mon ami Jean-Marc. Où est-il? Bon, quelque part par là. Et qui me permet d'être très bien entouré par une médiéviste distinguée qui est Victoria Cirlotte à ma droite, dont j'ai connu le père, je le dis toujours, alors que cette charmante enfant elle avait 5-6 ans. J'ai connu son père et participé avec lui, avec André Breton, à un livre qui est quand même un classique, qui s'appelle L'Art magique. Bon. Et je ne connaissais pas Victoria Cirlotte avant cette année 1990, où j'ai eu l'honneur de la rencontrer à Barcelone, et où nous avons fait quelques petites séances comme ça à l'université de Barcelone, dans la plus grande amitié autour du celtisme et des romans de la table ronde. Et notre ami Henri, qui est à ma gauche, est aussi un personnage très important, en ce sens qu'il représente une tradition qui est profondément enracinée en Occident. Et vous savez que
l'un des buts de ma vie, ça a toujours été de montrer qu'il existe en Occident une tradition profonde, une tradition qui est à nous, et que cette tradition a malheureusement été oubliée, mais qu'elle a été conservée. Il nous suffit d'avoir des yeux et peut-être des lunettes, comme moi. De temps en temps, j'enlève mes lunettes pour me faire photographier parce que je suis un cabotin, mais je les garde pour vous regarder parce que j'aime bien vous voir au fond des yeux. C'est une vieille habitude de prof, ça. J'ai un ancien élève qui est là, qui se met à rigoler. Écoutez, je vais vous faire une petite anecdote, parce que nous sommes ici aussi pour parler de choses sérieuses, mais pour nous détendre, hein, quand même. Alors, j'étais au mois de juillet à Dublin, et je vois un grand personnage, non pas mulâtre, mais carteron, donc très, très basané, pouvons-nous dire, pour reprendre un terme à la mode. Et un immense personnage. J'étais dans une rue de Dublin, en train de regarder, de rêver, là. Et puis, il me demande en anglais si je suis français. Bah, je dis oui. Bon. Et puis, je le regarde et je dis, mais je te connais, toi. Et c'était un de mes anciens élèves, comme ce personnage qui est barbu, là, ici. Bon. Il me dit, bah, je suis bien content de vous voir. Mais vous savez, vous m'avez tellement fait chier avec le roi Arthur, avec les légendes celtiques, avec le Graal, que j'ai appris le breton. Moi qui suis un quart malgache et trois quarts français, j'ai appris le breton, j'ai appris le gallois, j'ai appris le gaélique. Je me suis marié avec une Irlandaise, je suis devenu citoyen irlandais, et maintenant je suis professeur de gaélique à l'université de Dublin. Ah, je vous avoue quand même que ça m'a fait chaud au cœur. Oui. Quand même quelque chose. Moi qui suis un vieux crouton, là. Alors, c'est pour vous dire, bon, soyons un peu joyeux dans les choses sérieuses. Parce que nous sommes réunis aujourd'hui à Carcassonne sur un sujet qui nous est cher. La chevalerie arthurienne, les romans de la table ronde, le Graal. Et là, pour moi, personnellement, je vous dis le fond de ma pensée, c'est le cœur même de l'Occident qui bat. Carcassonne, ou Quimper, ou Auray, où j'habite, ou la forêt de Brocéliande que j'aime bien hanter, peu importe. Hein. Et vous savez que ceux qui, dans la littérature européenne, ont parlé les premiers de la légende du Graal et du roman arthurien, ce sont quand même les Occitans et les Catalans. J'oublie pas les Catalans, toujours. Parce que il existait autrefois un vaste projet qui aurait peut-être pu changer la face de l'Europe. C'était un royaume occitano-catalan ou catalano-occitan, peu importe, mais où nous avons gardé, je pense, le fond même d'une tradition qui nous vient du fond des âges de l'époque mégalithique, où nous avions l'impression qu'une révélation primitive nous était venue de je ne sais où, parce que Josette Lafont a dit que j'étais en religieux, alors là, je ne suis pas d'accord. Je suis anticlérical, mais pas anti-religieux, Josette. Hein. Anticlérical, oui, mais pas anti-religieux. Il y a une petite nuance. Et spiritualiste, en tout cas. Tout en ayant été surréaliste sur les bords, fréquentant le diable, tout en ayant joué le rôle de Merlin sur la scène et à la télé. Mais Merlin, qu'est-ce que c'est? Fils d'un diable et d'une bonne sœur. C'est tout mon cas. Dans ma famille paternelle, on ne peut plus catho sur les bords. Et dans ma famille maternelle, on était athée. Bon, alors je suis Gémeaux en plus, ce qui vous montre que
je peux faire l'équilibre entre ce qui se passe autour de moi. Bon. Alors, je suis en train de vous parler de moi. Vous me direz, c'est idiot. Mais quand on s'intéresse à un problème fondamental, il faut peut-être le vivre avec ses tripes, hein. Il faut peut-être être conscient de ce qui se passe en soi pour en parler. Et si nous parlons du Graal, si nous parlons de la chevalerie arthurienne, du monde arthurien, nous pouvons dire que vers les 11e, 12e et 13e siècles, il y a eu une prise de conscience en Occident, et je dis bien aussi bien en Espagne qu'en Italie, qu'en Occitanie, que dans la France du Nord, qu'en Angleterre, que dans les pays nordiques, qu'en Allemagne, on a compris à ce moment-là qu'il y avait quelque chose à sauver. Et quelque chose à sauver en dépit de l'idéologie dominante, et à ce moment-là je vais me montrer anticlérical, l'idéologie dominante était l'Église romaine apostolique et tout ce que vous savez, et qu'il fallait, à travers des symboles chrétiens, essayer de retrouver le fondement même de ce qui est notre âme à nous tous, à savoir la recherche de notre identité. Notre identité. Parce que c'est pas l'identité que nous donnent les autres, c'est pas ma carte d'identité, c'est pas mon passeport. C'est ce que je suis, c'est ce que vous êtes, et qui doit obligatoirement servir à ce que j'appellerais, excusez-moi, je me mouille, à un plan divin. Un plan divin auquel nous devons participer. Paco Rabanne, avant-hier, me disait, nous avons un plan divin à respecter et chacun d'entre nous a son propre rôle à jouer là-dedans. Mais ce rôle, nous sommes en 1990, nous ne sommes que des petites entités incarnées un jour comme ça. Nous ne sommes que les témoins d'une époque qui est elle-même dépositaire d'une tradition que nous avons certainement pour mission de, non pas de dévoiler. Écoutez, c'est le festival de l'ésotérisme, vous savez que l'ésotérisme, c'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui est caché. Alors, on va rien vous dire, hein. Normal. Mais si nous sommes là, c'est peut-être pour vous indiquer qu'il y a certaines portes qu'on peut ouvrir et qu'au-delà de ces portes, il peut y avoir des choses très intéressantes à découvrir, non seulement pour le bien de l'humanité, hein, on parle que de ça maintenant. L'humanité, c'est très bien, on verse des larmes parce que les petits Biafrais ou les petits Libanais sont en train de crever de faim, les pauvres. C'est vrai, d'ailleurs. Vous croyez qu'il n'y a pas de misère chez nous, et que la misère n'est pas seulement matérielle, elle peut être intellectuelle, et qu'il y a des angoisses métaphysiques, et que nous devons savoir où nous allons, où nous sommes, qui nous sommes, éternel problème, bien sûr. Je pense qu'au XIe, XIIe, XIIIe siècle, qui sont les époques privilégiées de la légende du Graal et de la légende de la table ronde d'une façon générale, il y a eu cette prise de conscience d'un fond traditionnel occidental qui a dû se manifester sous des colorations chrétiennes qui ne sont pas à rejeter et que je ne rejette pas personnellement, mais qui doivent être interprétées en fonction de ce que nous savons maintenant à la fin de ce XXe siècle, en tenant compte des acquis de la science, des acquis de l'archéologie, des acquis de la linguistique, de la phonétique, de l'acquis des études des manuscrits anciens. Chaque fois que je vais en Irlande, à Clonmacnoise, au milieu de l'Irlande, au bord du Shannon, au milieu des tourbières,
là où ont été mis par écrit par des moines chrétiens les vieilles légendes païennes, celtiques, par des moines chrétiens, je me dis, là est la source de l'Occident. Et c'est à partir de là que tout s'est fait et que les romans de la table ronde, le Graal et tout ce qui nous réunit ce soir pour essayer de savoir qui nous sommes a commencé à prendre corps. Bon. Il y a une tradition. Nous devons la retrouver. Alors, je vais laisser maintenant la parole à mes complices, car j'aime bien le mot complice. Ce ne sont pas mes collègues, après tout. Ce sont des complices. Bon, allez, venez vous asseoir, là. Il y a des places là devant. C'est comme à l'église, personne ne veut venir devant, hein. Vous inquiétez pas, j'ai assez fait de serment de messe, hein. Je sais dire la messe en latin, mais... Il y a de la place, là. Alors, je vais laisser la parole à notre ami Henri d'abord, qui va placer la tradition arthurienne dans une tradition occidentale, et nous irons plus en détail ensuite avec Victoria, sur des plans plus particuliers. Oui, alors moi je voudrais m'exprimer d'une manière extrêmement générale et pas spécifiquement sur la tradition arthurienne. On m'a dit que tu vas participer à une table ronde à propos de l'ésotérisme, de la chevalerie et de la tradition. Je dirais très rapidement, aussi rapidement que je peux, aussi clairement, aussi simplement que je peux, que la franc-maçonnerie, puisqu'on m'a présenté comme l'ancien grand maître de la Grande Loge de France, se dit et se veut un ordre initiatique, universel et traditionnel. Et c'est un fait que la maçonnerie, aujourd'hui, véhicule une tradition que notre ami a qualifiée d'occidentale. C'est vrai qu'elle est née au Moyen-Âge dans les loges de maçons opératifs. C'est vrai qu'elle s'est perpétuée au XVIe, XVIIe, et qu'elle a ressurgi au XVIIIe siècle pour se transformer dans cette maçonnerie qu'on appelle spéculative moderne. Elle véhicule, je dis donc, une tradition ancienne, et je pense que toute institution, on parlait tout à l'heure au XIe, XIIe, XIIIe siècle de la chevalerie, on parlait du roman arthurien, je crois que toute institution, toute tradition et toute œuvre, quelle qu'elle soit, s'efforce souvent de répondre à une situation historique donnée. Et elle répond, ou les hommes de ces époques répondent avec leur sensibilité, avec leur pensée, avec ce qu'ils ont éprouvé, ce qu'ils ont vécu. Une de ces réponses, c'est le roman arthurien, comme peut-être au XVIIIe siècle, ce sera la philosophie des Lumières, pour prendre des exemples, si vous voulez, très éloignés les uns des autres. Et la maçonnerie a répondu, elle aussi, à une certaine situation qui caractérisait l'Europe de cette époque, c'est-à-dire cette rupture tragique d'ailleurs de l'unité chrétienne qui était la conséquence du schisme religieux, c'est-à-dire de la réforme. Et elle s'est efforcée d'y répondre à partir de quelques idées très simples. La première, c'est que pour refaire cette unité du monde chrétien ou du monde humain, nous dirions aujourd'hui, eh bien, il faut d'abord respecter ce que les maçons du début du XVIIIe siècle appelaient la liberté de la conscience, la liberté de la pensée, c'est-à-dire le choix pour chaque individu du cheminement qui peut l'amener à, certains diraient Dieu, d'autres l'être suprême, d'autres la sagesse, et pourquoi pas d'autres le salut. C'est un point fondamental, cette reconnaissance de la personne humaine dans son propre choix du cheminement qui lui est personnel. Mais en même temps, il y a une deuxième idée qui me paraît tout autant essentielle, et je développais ce matin sur France Culture, à 9h40, comme certains l'ont écouté ce matin, c'est la soumission, tout au moins le respect d'une loi morale, c'est-à-dire, entendons par loi morale une loi qui débouche peut-être ce que j'appellerais le moralisme ordinaire. Ne confondons pas morale et moralisation au moralisme. La loi morale, c'est peut-être d'abord la loi civile, la loi au sens très noble du terme politique, c'est-à-dire l'observance de certaines règles, l'observance d'un certain ordre. Et ici, si vous me permettez une parenthèse importante, la chevalerie.
au XIe et XIIe siècle a été créé et le chevalier se soumet à un certain nombre de règles et à un certain nombre d'ordres, à un ordre. Et il ne peut pas y avoir, je crois, de société humaine possible si les hommes qui composent cette société ne veulent pas volontairement se soumettre à une règle universellement reconnue et respectée et universellement vécue. Je pense que cette loi morale, elle se décompose donc dans cette loi, vous voyez, que j'appelle civile ou civique, mais aussi dans une loi que j'appellerai proprement spirituelle et proprement morale, en ce sens que la maçonnerie engage tout homme à reconnaître tout homme comme son frère, c'est-à-dire comme un être humain. Et il est significatif, à mon avis, que dans les loges traditionnelles, qu'elles travaillent au rite, comme nous appelons écossais rectifié, et d'autres rites, on ouvre la Bible à l'évangile de Saint Jean, qui, vous le savez, est l'évangile de la connaissance et de l'amour. Donc reconnaissance, vous voyez, de cet amour fraternel pour tous les autres hommes. Et ces hommes du XVIIIe siècle, de la fin du XVIIe, du début du XVIIIe siècle, s'efforcent, si vous voulez, de répondre à une situation donnée. Je dirais que les maçons du XIXe, les maçons du XXe siècle reprendront, si vous voulez, ce message. Mais en faisant cela, moi je crois qu'il faut dépasser le plan historique. Car si la réponse que l'on donne se situe dans l'histoire et fonction de l'histoire que vivent ces hommes, elle traduit aussi quelque chose qui chez l'homme est pérenne, ou si vous préférez éternel. Car l'homme aspire à autre chose que ce qu'il est. Et je crois que le roman arthurien, comme la recherche du Graal, et les cathares recherchaient aussi le Graal, comme les maçons recherchent la parole perdue, traduit une sorte d'inquiétude métaphysique fondamentale qui exprime l'homme tout entier. Et à toutes les époques, et en particulier notre époque moderne, qui voit un développement fantastique de la puissance de l'homme sur le plan technique, sur le plan technologique, peut-être que cette question est encore plus urgente qu'autrefois. Eh bien, je dirais que la maçonnerie, que j'ai eu l'honneur de représenter, de diriger pendant quelques années, comme d'ailleurs d'autres institutions, le surréalisme, à mon avis, et Breton, que je n'ai pas connu, mais que beaucoup de mes amis ont connu, Breton venait voir Joël Bousquet à Carcassonne, le surréalisme a été une sorte de réponse à un défi que lui lançait la société du début du siècle. Eh bien, je pense que toutes les institutions, et la maçonnerie est une institution, s'efforcent de répondre à ce questionnement, comme diraient aujourd'hui les pédants dans leur langage, à ces questions essentielles. Ces questions essentielles qui sont celles de la vie et de la mort. Ces questions essentielles qui sont celles de la beauté. Ces questions essentielles qui sont de la vérité, celles de l'amour, de la vie. Et je crois que dans notre monde moderne, notre monde dominé par la puissance, la technique et par l'argent, il faut qu'il y ait encore des hommes qui croient à autre chose qu'à la puissance et qu'à l'argent, qui croient à autre chose qu'à l'intérêt, qui croient à ce qu'on peut appeler d'une manière très générale les valeurs fondamentales de l'esprit, les valeurs fondamentales de la spiritualité. Dans le temps, au Moyen-Âge, au XVIe siècle, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle, en particulier en Occident, comme dans d'autres univers d'ailleurs, comme dans d'autres, régions du monde, eh bien, les hommes se sont efforcés de répondre, de promouvoir ces valeurs. Et aujourd'hui, notre devoir, notre rôle, notre vocation, c'est d'essayer de les maintenir dans ce monde d'aujourd'hui pour apporter à cet homme, comme je le disais ce matin encore à la radio, une relative harmonie. Oh, tout est relatif dans le domaine humain. Une relative harmonie, un peu de justice, un peu de liberté, un peu d'amour, un peu de sagesse, qui nous donnera, espérons-le, un peu de bonheur. Voilà. Je vous remercie, Henri, parce que vous avez dit quelque chose d'essentiel. Vous avez parlé de beauté. Je crois qu'on a un peu trop oublié la beauté. Eh oui, que la beauté là. Et je me souviens des invectives de Griot de Givry quand il parle de Lourdes. Quand il dit l'abominable laideur de Lourdes, qui est pourtant consacrée à la beauté de la déesse mère de la Vierge Marie. C'est important. Et c'est important. Je n'appartiens à rien. Hein. Je suis pas druide. Hein. Je suis barde d'honneur d'un truc bizarre. Bon. Je suis pas druide. Je suis pas franc-maçon. Je suis pas rosicrucien.
Je suis un nanar 68 heures attardé. Ça se voit d'ailleurs. Hein. Bon. Mais il y a une chose essentielle sur laquelle je me battrai toujours, c'est la beauté et l'amour. C'est indissociable. Et il y a eu, dans la légende arthurienne, cette tentative. Oh, attention! Tentative purement théorique. Parce que vous n'allez pas me faire croire qu'au XIe, XIIe et XIIIe siècle, les chevaliers étaient des gens qui aimaient la beauté. Il n'y en avait pas un qui savait lire. Si, Tristan et Lancelot. Ah, ils savaient lire et harper, comme on disait, jouer de la musique. Mais c'était des rustres. Seulement, comme ils étaient nés, soi-disant, d'une lignée qui n'était pas initiatique, qui était biologique. Et moi, je crois à la lignée initiatique et non pas à la lignée biologique. Et si vous relisez attentivement les romans de la Table Ronde, vous allez voir Lancelot du Lac passer dans un village et massacrer des manants, parce que ce sont des manants, ça ne sert à rien les manants, hein. Il n'y a que ceux qui sortent de la cuisse de Jupiter ou de la lignée de David. Et Lancelot est de la lignée de David, je ne sais pas par quoi d'ailleurs. J'ai jamais compris. Probablement par la Vierge Marie, pas par Saint Joseph. Je me suis engueulé un jour avec René Laurentin devant les caméras d'Antenne 2, parce que j'avais osé lui dire en face que la naissance de Jésus, ça ressemblait étrangement à la naissance de Mitra dans une grotte. Comment osez-vous comparer des légendes stupides à la réalité de l'Évangile? Moi qui René Laurentin, je l'aime bien. Il a beau être le frère de Ménie Grégoire, je l'aime bien quand même. Bon. Mais, bon, passons. Alors, je voulais tout simplement dire qu'il y a quelque chose d'essentiel et que notre ami Henri a mis en valeur, cette idée de fraternité qui suppose immédiatement l'idée d'amour et l'idée de beauté. Et je crois qu'au XIe, XIIe et XIIIe siècle, qui sont les époques fortes, justement, de la résurrection de cette littérature arthurienne d'origine celtique, mais dans un contexte chrétien, dans un contexte occidental, capétien, dirais-je, même, et Plantagenet. Alors là, je pourrais vous en parler pendant toute la nuit, hein, des histoires des Plantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine. Et il ne faudrait pas trop me titiller, parce que alors là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Mais c'est moi qui capitulerai parce que j'aurai soif. Et comme on ne me propose que de la flotte, bon, passons. Alors, pourquoi au XIe, XIIe, XIIIe siècle, on a eu besoin de se référer à des modèles qui étaient des modèles mythologiques? Je mets les cathares à part. Hein. Les cathares, il n'est pas question des cathares aujourd'hui, je le dis tout carrément. J'adore Montségur, mais je ne chercherai pas le Graal à Montségur, parce que ça, c'est une invention allemande du 19e et du 20e siècle, c'est autre chose. Bon, n'en parlons pas. Je dis qu'au XIe, XIIe et XIIIe siècle, dans une Europe qui était en train de se faire, et vous allez voir là que nous sommes en pleine actualité, parce que on nous dit on va faire l'Europe en 92. Bon, mais il faut la faire comment? Par des marchands de soupe? Ou par le cœur, par l'esprit? Et moi je prétends que l'Europe ne se fera que si nous mettons en commun tout ce que nous avons de traditions profondes. Et parmi ces traditions profondes, je peux vous donner un petit exemple personnel. J'ai participé l'année dernière à une animation par la ville de Paris. Bon, je ne suis pas chiracien, vous le savez très bien, je suis un gauchiste impénitent, un sociotutard attardé. Bon, grand final, n'en parlons plus. Mais grâce à la mairie de Paris, et à Jacques Lang aussi, bon,
grâce au ministère des Affaires extérieures, comme on disait maintenant, affaires étrangères, je ne sais plus trop quoi, mais relations culturelles, nous avons pu quand même essayer de mettre sur pied une réunion de tous les étudiants et élèves de l'Europe de la CEE, plus la Pologne et plus la Russie. Et nous avons essayé de mettre en commun nos légendes, notre tradition profonde, et tout ça, ça s'est terminé par des réunions fraternelles à la mairie de Paris, où toute politique étant absente, Josette, vous êtes un ange. C'est de l'eau. Bon. Oui, c'est de l'eau, oui, bon, merci. Bon. Il y a eu quand même cette fraternisation entre les jeunes de l'Europe, non pas sur des plans économiques, hein, mais sur des plans spirituels et intellectuels. Et vous ne pouvez pas savoir comme j'étais heureux de voir tous ces jeunes fraterniser, baragouiner en français, en allemand, en anglais, en irlandais. C'est les Irlandais qui ont été les mieux d'ailleurs. Hein. J'ai un quart d'Irlandais dans les veines, hein, je peux vous le dire. Ça a été magnifique et nous avons peut-être contribué, dans la mesure de nos moyens, à donner cette idée de beauté et de fraternité dans tous les peuples qui constituent l'Europe. Ce qu'on avait essayé de faire d'une façon un peu humoristique en 79 aux premières élections européennes, avec des farfelus du genre Jean Edernalier, qui est un copain, mais qui est un foutraque de première catégorie. Bon, faut bien le dire. Et s'il était là, je lui dirais. Il me dirait que je suis plus mégalo que lui, mais bon, il me l'a dit en public un jour. Bon, ben, peu importe. Il y avait quelque chose qui se passait. Et ce quelque chose, croyez-moi, les romans de la table ronde, le Graal, qui ont submergé l'Europe à un moment donné. Et comme nous avons la chance d'avoir une Catalagne de nationalité espagnole, mais qu'est-ce que c'est que le passeport, hein? Moi, j'ai fait partie de l'équipe de Gary Davis en 1948. J'ai déchiré mon passeport aussi au palais de Chaillot. Bon. Et je m'en fous de tout ça. Et quand les Bretons viennent dire « Ah, tu es breton, toi », mais je répète toujours, mais que ça peut me foutre d'avoir une carte d'identité ou un passeport breton, hein. Qu'est-ce que ça changera? Bon. Alors, je voudrais demander à Victoria Sirlot comment elle exprime, justement, cette fraternité européenne et ce fond européen qui est le nôtre, à travers un univers qui est le sien, qui est un univers qui n'est pas le mien. Je ne sais pas un mot d'espagnol, je ne sais pas un mot de catalan, excusez-moi. Elle va s'exprimer en un français très correct. Non, pas du tout. Si. Mais elle s'exprima, je le sais, avec tout son cœur. Oui. Allez. Oui, je suis très contente d'être ici, mais il faut m'excuser parce que mon français, c'est pas très bon. Et Jean Marcal parlait tout à l'heure de cette période privilégiée. Et je crois que vraiment c'est une période privilégiée, les 11e, 12e et 13e siècles. Parce que vraiment, le Graal, il vient des fonds inconnus, il vient des traditions très lointaines. Mais c'est grâce à l'écriture en français ancien que nous connaissons l'histoire du Graal. Et pour moi, le Graal, c'est vraiment une expérience littéraire, parce que c'est vraiment à travers des romans arthuriens que nous connaissons ces fonds mythologiques extraordinaires. Et c'est aussi grâce à la création, à l'invention de ces écrivains que nous pouvons maintenant parler du Graal. Et c'est une période aussi très privilégiée parce que ces romans arthuriens, nous pénétrons dans un monde qui est absolument divers,
qui est absolument incroyable du point de vue qu'elle nous montre un imaginaire extraordinaire. L'imaginaire de cette société médiévale qui a pensé en fiction littéraire, qui a compris le monde d'une façon si extrêmement spirituelle. Je ne sais pas si nous sommes maintenant dans une époque semblable. Je ne sais pas si nous sommes à une époque où vraiment on peut penser à ces développements incroyables de tout ce monde imaginaire qui a conduit à toute la collectivité arthurienne, à tous les chevaliers de la table ronde, bien sûr dans la fiction littéraire, mais c'est à travers la fiction que nous comprenons le monde, qui a engagé toute la collectivité arthurienne à la recherche d'une chose qui est vraiment la recherche d'une chose peut-être impossible, le Graal. À travers les forêts, à travers les aventures, c'est-à-dire que pour moi, le Graal exprime toute une conception du monde qui exprime aussi la mentalité d'une société qui était vraiment privilégiée de penser le monde comme ça, comme un labyrinthe infini où il faut chercher quelque chose, où il faut évoluer à travers des preuves initiatiques jusqu'à trouver ce qu'on appelle le Graal et qu'on pourrait appeler aussi d'une autre façon, parce que finalement, les objets des quests changent dans les romans arthuriens et nous trouvons au XIVe siècle, comme le Graal, il a été substitué par une autre image très forte, très importante, où les chevaliers ne cherchent pas le Graal, les chevaliers cherchent la Bleue Dame, comme disait Froissart, la dame bleue. Alors c'est vraiment, je ne sais pas si c'est vraiment l'objet du quest qui est vraiment important, mais je crois que c'est vraiment l'idée de la quest, l'idée de la recherche, l'idée de, à travers la recherche, trouver l'identité. Je crois que ce sont les romans arthuriens qui mieux ont exprimé cette idée de l'errance, cette idée de la recherche, et tout à travers des symboles. Et c'est pour ça aussi que je crois que maintenant les romans du Graal, les romans arthuriens, ils ont toujours des succès parce que vraiment ils dessinent tout un mouvement parfaitement dessiné, cette errance chevaleresque, que c'est quelque chose que encore nous parle de choses que nous appartiennent. C'est-à-dire que pour moi, les romans arthuriens, c'est une chose de très moderne encore pour nous, d'un point de vue formel, d'un point de vue stylistique et surtout du contenu. Oui, Victoria, je voudrais... Oui, attends une seconde. Oui. Simplement pour mettre un petit peu de l'eau dans le moulin de Victoria. Oui, bon, du vin. Oui, de l'eau, oui, bon. De la vodka. Parce que c'était pas de l'eau, c'était de la vodka. À la suite d'une grève des transports aériens, je me suis permis de traverser le plateau de Castille dans le Talgo espagnol. Alors, je ne sais pas si vous avez expérimenté le Talgo, mais on paye très cher un supplément. Et on va à 20 à l'heure dans certains endroits.
Mais c'est merveilleux, parce qu'on peut voir tout ce qu'il y a dans le plateau de Castille, avec de la neige sur les sommets. C'était au mois de mars. Et puis ces étendues désolées où l'on voyait le personnage de Don Quichotte, pur produit de la légende arthurienne. Excusez-moi, ma chère Victoria. Non, mais écoute, il y a encore un personnage qui était Dinadan, Oui. de Tristan en prose, Oui. qui dit mais on demande, mais qu'est-ce que tu cherches? Et il dit, je cherche le sens du monde et je ne puis pas trouver. Voilà. Oui. Et ça, c'est la deuxième moitié du XIIIe siècle. Eh bien, c'est très beau, oui. tout ça. Et je vous assure qu'en prenant le Talgo, depuis Irun jusqu'à Madrid, on comprend ça. Et on n'a pas besoin de trucs intellectuels, on le comprend. Et c'est ça l'Europe, et c'est ça la légende arthurienne, et c'est ça cette recherche du Graal, et c'est ça qui est extraordinaire. Et nous avons une richesse en nous, et nous ne savons même pas l'exploiter, vous comprenez? Bon, c'est toute la parenthèse que je voulais faire. Voilà. Et je donne la parole à Henri. Oui, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de notre jeune collègue ici, quand elle nous dit que dans le roman arthurien, dans cette légende, il y a une quête, il y a une recherche. Et une recherche peut-être de Dieu à travers la dame, une recherche en tout cas, nous dirions, d'un idéal. Et je crois que si cette légende arthurienne reste actuelle et moderne, c'est qu'elle exprime quelque chose qui en l'homme est éternel, c'est-à-dire qui n'est pas soumis aux vicissitudes économiques, politiques, sociales de l'histoire. Il y a dans l'homme, je crois, une part d'éternité. Et les hommes, à travers les différents moments de leur histoire, ont exprimé cette part d'éternité, c'est-à-dire cette quête, cette recherche de Dieu. Et elle a dit, et je l'ai noté tout de suite, qu'il recherchait cette sorte de déité, cet être, à travers des symboles, à travers des forêts de symboles. Je retiens cette idée de quête de quête, et je la rattacherai à la quête initiatique du maçon, qui lui aussi recherche un être perdu, un être absent, j'ai dit tout à l'heure une parole perdue, et qui la recherche à travers des symboles. Le symbole étant le support, étant le moyen, étant l'outil, et de la connaissance et de l'amour, c'est-à-dire de la communion des hommes entre eux. Et lorsqu'elle parlait, je pensais à cette troisième idée, c'est qu'il ne peut pas y avoir peut-être d'existence humaine sans une certaine espérance. Au fond du désespoir, je me souviens, pardonne-moi de faire allusion ici à un de mes vieux amis, Georges Marcoux, qui était grand maître de la Grande Loge de France et qui, à 19 ans, se trouvait au camp de Mauthausen. Et il m'a dit, tu vois Henri, il y avait quelque chose d'extraordinaire. C'est que dans cette situation, eh bien, nous ne perdions pas espoir. Il y avait quelque chose, c'était de la folie, c'était insensé. Mais il avait quand même au cœur de nous-mêmes l'espoir, l'espérance de nous en sortir. Et je terminerai en donnant, et pour vous montrer que cette quête, cette recherche et cette espérance, ça n'est peut-être pas quelque chose de lié à la structure d'une civilisation, qui est notre civilisation judéo-chrétienne, mais qu'on la trouve dans la Grèce ancienne. Et j'aime souvent citer, les amis qui sont ici me pardonneront de leur rappeler ce texte que j'ai souvent donné. C'est un texte d'Héraclite l'Obscur. Héraclite l'Obscur, Héraclite d'Éphèse, qui disait « Sans l'espérance, on ne trouve pas l'inespéré, qui est introuvable et inaccessible. » Merci, ma chère. Mais l'espérance, c'est le Graal, c'est ça. Car la vieille légende, enfin, l'une des versions de la légende, parce que alors là, sur le Graal, il faudrait peut-être serrer les différentes versions. Bon, mais l'une des légendes du Graal dit très nettement que le Graal était l'émeraude qui se trouvait sur le front de Lucifer avant sa révolte contre Dieu. Et l'émeraude, c'est vert, c'est le symbole de l'espérance. Mais c'est l'espérance, bon, allez, on va dire, ouais, il y a un tel qui est mort, mais on espère bien qu'on va le retrouver au paradis, très bien. Moi, ça m'intéresse pas, ça.
l'espérance, c'est peut-être le fait de pouvoir, grâce à notre action à tous, faire un monde meilleur, que ce soit dans celui-ci ou dans un autre, hein. Car je crois à l'autre monde. Je ne sais pas où il est, dans une autre dimension. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir aller au-delà des apparences et cerner une réalité et tout à l'heure, on a parlé entre nous, comme ça, hors micro, de foi et de certitude. Et moi, j'ai dit que je n'avais pas la foi, parce que je n'ai pas la foi dans les dogmes, mais que j'ai des certitudes. Et je prétends, alors là, je suis complètement en désaccord avec les historiens des religions, avec les curés bien sûr, mais enfin ça c'est pas nouveau, avec les pasteurs, avec tout ce que vous pouvez imaginer, avec les druides, bien entendu. Bon. En disant que les dieux du polythéisme ne sont que des fonctions socialisées d'une grande force énergétique, universelle, divine, qui est en nous et que nous ne savons pas reconnaître, mais que certains initiés, car le terme initié a été vraiment traité à toutes les sauces. L'initié, c'est celui qui ouvre une porte, et une porte qui va dans une direction. Et cette direction, on ne sait pas où on va, mais on y va. Bon. Mais ça donne au moins, comme disait Henri, l'espérance. Mais l'espérance, c'est pas un vague rêve comme ça. Ce n'est même pas un espoir. C'est la certitude que nous avons, nous, êtres humains, qui sommes là, ce soir, mais comme tous les autres, hein, comme tous ceux qui ne sont pas là, comme le balayeur du métro, comme le bougnoul qu'on méprise. Nous avons tous notre rôle à jouer pour rechercher ce Graal. Bon. Et si la maçonnerie, si l'intellectualisme que nous représentons tous les trois, hélas, se donne beaucoup de mal pour essayer de retrouver ce que ça veut dire tout simplement qu'il faut rechercher au fond de notre cœur le moyen de faire un monde qui soit autre, mais à travers des symboles, à travers des mythes qui sont les seuls à nous transmettre le message qui vient depuis l'aube des temps, Dumézil, que j'ai bien connu, et Eliade, que j'ai bien connu aussi, mais avec qui j'étais très ennemi parce qu'il me traitait de marxiste. Bon, j'étais un audio-marxiste, donc il ne voulait pas m'entendre. Ce sont des gens qui, à notre époque, ont permis à une certaine classe intellectuelle de la société d'avancer un peu plus loin et d'essayer de trouver que ce qui nous sépare est en réalité ce qui nous unit dans la recherche de ce Graal. Et je l'ai dit l'autre jour, je crois, je le répète, plus j'essaye de trouver le Graal, moins je sais ce que c'est. Mais en tout cas, je le sens au fond de moi-même et je suis sûr que mes deux complices ce soir savent très bien ce qu'est le Graal. Alors, je donne la parole maintenant à Victoria. Je voudrais commencer par te poser une question. Jusqu'à quel point tu ne penses pas que la recherche du Graal, c'est vraiment la recherche de quelque chose d'impossible? Mais rien n'est impossible. Rien? Non. Mais de toute façon, il y a une ambiguïté en français. Impossible n'est pas français. Le nada espagnol. Ah, attention, attention, on va se bagarrer au point de vue linguistique. Nada est négatif en espagnol. Oui ou non? Oui, négatif. Bon, en français, non. Le problème est là.
Et je cite un petit exemple. C'est l'histoire vous la connaissez, la petite histoire. C'est l'histoire d'Ulysse et de Polyphème. Bon, quand on traduit l'Odyssée, on va traduire « je suis personne ». Ça veut rien dire. En français, ça veut rien dire. Parce qu'en français, personne, le mot personne, et ça, je tiens à le souligner. Je crois que je te fais chier en classe avec ça. Hein? Bon. Personne, persona en latin, masque de théâtre. Masque que, dans la tragédie antique, on mettait sur son visage pour dire « Moi, je suis le dieu Apollon. Moi, je suis Artémis. Moi, je suis machin. » C'est-à-dire le truc qui nous permet de prendre notre personnalité vis-à-vis des autres, mais aussi de nous défendre des autres. Parce que attention, hein, c'est une lutte, la vie. Il faut nous défendre des autres. Mais c'est pas négatif du tout. Rien n'est pas négatif. Regardez les Pyrrhiens de Mozart. Si c'est négatif, au contraire, c'est une des meilleures musiques de Mozart. Et pourtant, c'est léger. Ben, c'est les Pyrrhiens, oui, effectivement. Et il y a un auteur... Tu préfères pas le final de Don Juan? Si, le final de Don Juan, mais alors c'est un autre problème. Alors t'inquiète pas, on en est pour toute la nuit, là. Non. Bon. Il y a un roman extraordinaire, anglo-saxon, qui est de John Cooper Powys. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de John Cooper Powys. C'est un personnage qui était fils de pasteur, qui était né du côté de Dorchester et qui se prétendait la réincarnation du barde Taliesin et qui a laissé dans son autobiographie des pages absolument extraordinaires, complètement fantastiques. Bon. J'ai été l'un des premiers en France, avec Maria Canavaggia, à m'intéresser au personnage. Avec Diane de Margerie aussi. Et nous avons essayé de traduire certains textes. On n'a pas tout traduit parce que c'est très difficile à traduire. Mais John Cooper Powys, dans un de ses romans qui s'appelle Maiden Castle, et qui est traduit par... je sais plus, j'ai même pu... C'est paru chez Grasset... Camp retranché, oui. Voilà, le titre français, c'est Camp retranché. Et nous avons... je vois que ça appelait à tout le monde, ça. Tout le monde fout le camp. Bien. Bon. Ça fait rien. Bon. Ouais, parce qu'il était question du Graal et on parle de John Cooper Powys. Hein. Bon. On est en Europe, quoi, oui ou merde. Bon, passons. Et il y a un de ces personnages dans Encore retranché qui s'appelle D'autres personnes, d'après la traduction de Maria Canavaggia. Mais personne, qu'est-ce que c'est personne? Bon, il n'est personne, mais il n'est rien. Mais en français, ça ne veut rien dire. Et le problème est de savoir qui nous sommes. Est-ce que nous sommes une entité comme ça, bien personnalisée, ou est-ce que nous sommes la totalité de l'être? Et l'histoire de Polyphème, c'est pareil. Quand Ulysse vient dire « je suis personne », en français, ça ne veut rien dire. Et pourtant, en grec, ça veut dire quelque chose. Je ne suis personne, je ne suis rien. Mais nous, en Occident, et dans le cadre du roman arthurien, nous sommes des personnalités qui jouent un certain rôle dans la vie, dans la société. Et c'est ce rôle que nous devons jouer. Et je vous dis mon point de vue personnel. Bon. Il y a un plan divin que nous connaissons très mal et que nous devons retrouver pour essayer, avec la liberté que nous avons, parce que la Bible le dit bien, nous sommes nés libres,
Nous devons essayer de faire de ce monde quelque chose de merveilleux. Et je crois que le roman de la table ronde, l'histoire du Graal, avec le siège périlleux, où personne ne peut s'asseoir sauf celui qui trouvera la solution, c'est quand même très révélateur. Car il y a un endroit où on ne peut pas s'asseoir impunément. Et si je suis là ce soir, et si je suis pas passé au fond de la terre, ou si je suis pas éjecté comme un siège éjectable, c'est peut-être parce que j'ai mon mot à dire. Bon. Mais autour du Graal, c'est comme ça. Et nous avons chacun notre rôle. Il est peut-être pas le même pour chacun d'entre nous. Bon, je laisse la parole à mes deux complices. Non. Moi, j'ai dit aussi rapidement que j'ai pu ce que j'avais à dire, et maintenant je laisse la parole pour conclure à notre ami. Ce serait charmant. On ne va pas conclure parce que c'est. Ah, ils vont poser des questions. Ah, pardon. Ils vont poser des questions. Bon, oui, bah tiens. Ah, oui, mais c'est que Ah, bah non, t'en vas pas quand même. Eh bien, Bon. on a un train à 7h30, alors. Ah bon. Oui, allez-y, monsieur. Maintenant, il y a parmi toutes les interprétations possibles sur le Graal, il y en a une que j'aime bien, moi, c'est le récipient. Et, oui, je sais. Oui, parle très fort, je sais que tu es capable de parler très fort, tu m'as assez emmerdé pendant que j'étais ton prof. Bon. Là, c'est bon, j'ai un écho. Alors, oui, parmi toutes les interprétations, là, aujourd'hui, je ne vais pas casser non plus les pieds de tout le monde avec mes histoires d'émeraudes et de cristaux, mais au contraire, revenir sur l'hypothèse du récipient. Parce que l'hypothèse du récipient, c'est très simple, et en même temps, ça peut être quelque chose de compliqué ou qui indique un petit peu une direction. Parce qu'il y a dans les Alpes un récipient. Et certains disent d'ailleurs, moi je ne suis pas spécialiste d'étymologie, mais certains disent que ce qu'on appelle la grolle dans le Val d'Ost, c'est-à-dire un récipient en bois avec différents orifices qui permet donc à la fois à chacun de garder, j'allais dire, une certaine individualité puisque chacun a son trou pour boire, et en même temps suffisamment de sens commun puisque c'est un récipient qui est rond et où tout le monde boit au même récipient. C'est un petit peu l'image, pour moi, du Graal, c'est-à-dire la notion de fraternité, de partage, bon, qui va d'ailleurs, je crois, un petit peu dans le sens aussi de la table ronde, parce que la table ronde, il faut rester, je crois, très pragmatique, c'est ce qui permet à tout le monde d'être à la fois sur un pied d'égalité, tout en gardant, en fait, sa propre individualité. Et dans cette interprétation-là, je crois que, puisqu'on parlait aussi de siège et de piège, il y a quelque chose, moi, qui me fait un petit peu peur, c'est qu'il y a un mot aussi anglais que j'aime beaucoup qui est le melting pot, mais j'ai très peur que le melting pot pour l'Europe, ça soit effectivement un pot où on met tout, mais où chaque élément risque d'être complètement détruit. Alors soit effectivement on arrivera à faire un Graal, j'allais dire Groll, où effectivement chaque individualité européenne pourra s'exprimer tout en étant dans une espèce de communion et de partage, soit alors ça va être une espèce de soupe anglo-saxonne insipide et fabriquée par des marchands, et ça serait vraiment très dommage, quoi. Et c'est un petit peu comme ça que je revois au niveau européen la recherche du Graal, c'est arriver à se fondre tout en gardant son individualité, comme là aussi dans l'amour, parce qu'il y a aussi l'image du Graal féminin, la femme, etc. Bon, c'est évident que si on vit une relation de couple où chacun garde son individualité tout en partageant, alors c'est extraordinaire. Et s'il y en a un qui devient le conquérant de l'autre, alors c'est la fin. Et c'est un petit peu comme ça que je vois la recherche du Graal. Mais ça, c'est qu'une interprétation personnelle. Alors, je te réponds brièvement pour passer la parole aux autres après, sur le melting pot. Je suis bien d'accord avec toi, et il ne faut pas faire de syncrétinisme. Oui. Mais je pense qu'on est en train de retrouver actuellement nos véritables racines profondes et qui sont non pas syncrétinistes, mais qui sont une synthèse. Nous nous sommes éparpillés, idiotement. Nous avons éparpillé nos traditions. Et c'est à nous, toi comme moi, vous dire que ce monsieur est en train de s'occuper
du trésor d'Alaric. Passionnant, d'ailleurs. Bon. D'Alaric. Bon. Oui, Vous savez, on est des vieux complices, là. Bon. Mais je veux dire qu'actuellement, je ne pense pas au syncrétisme. Je pense que ton melting pot, qui est dangereux, dont je me méfie, à la mode anglo-saxonne, économique, bien d'accord. Ce qui est important, c'est de retrouver exactement les sources de notre spiritualité à nous, Européens. Et quand je dis Européens, je dirais aussi bien les Polonais que les Russes, les Bulgares, tout ça, tout ce qui constitue l'Europe. Parce qu'il y a, à mon avis, une révélation commune pour tout le monde qui a été, d'une façon très symbolique, imagée par la tour de Babel, détruite. Détruite par qui? On ne sait pas, peu importe. Et c'est à nous de la reconstituer, la tour de Babel, la vraie tour de Babel, avec cette fraternité que les francs-maçons essayent. Hein, ils n'y parviennent pas toujours. Non, essaye. Ils essayent de nous reconstituer. Que les médiévistes et des poètes farfelus comme moi essayons de faire. Bon. oui. Il y a quand même quelque chose à faire. Ah bon, alors, ça, c'était la petite parenthèse sur le melting pot. Maintenant, je laisse mes chers complices le soin de répondre. Hein. Non, je crois, nous avons parlé du Graal d'un point de vue, nous pouvons dire, du symbolisme, d'un point de vue du symbolisme général. Mais il y a bien sûr un sens concret du Graal qu'on trouve dans les divers textes. C'est-à-dire, chaque texte du Moyen-Âge porte en soi une lecture de ce qu'est le Graal. Il y a une interprétation. Et bon, c'est pas la même chose d'un point de vue précis ce que nous dit Malory de ce que nous dit Chrétien de Troyes, parce que dans le cadre général, bien sûr, c'est les mêmes symboles, mais il y a toujours la interprétation de ce qui est le symbole. Et avec ça, je voudrais dire que le symbole est historique. Et il y a toute une recherche particulière. Et pour moi, je crois que c'est très important de trouver le rapport qu'il y a entre le Graal comme symbole avec l'idée du pouvoir. Exactement, l'idée du pouvoir. Le pouvoir comme idée. Qu'est-ce que c'est le pouvoir, n'est-ce pas? Alors, l'idée du pouvoir, le Graal a quelque chose à voir avec l'idée. Politique, hein, non, c'est pas politique, c'est l'idée du pouvoir. Alors, comment est-il le pouvoir? Comment il faut organiser le pouvoir? Et peut-être comment on pourrait trouver une métaphore du pouvoir. Et le Graal a beaucoup à voir avec tout ça. Et aussi avec l'idée de l'amour. Ce sont deux choses qui appartiennent au sens du Graal. Et pour nous, bien sûr, la recherche du Graal doit être une chose différente parce que il faut comprendre exactement que devait être le Graal pour nous, dans notre société, dans notre idée du pouvoir. Que c'est tout à fait différent de l'idée que pouvait avoir Malory, par exemple. Oui. C'est terminé. Cette idée, elle est intellectuelle ou intuitive? Les deux. Les deux. Bon. Parce que... Et moi, je dirais plus intuitive qu'intellectuelle. Non, madame, je vais vous dire une chose. Non. Il y a actuellement, c'est dommage qu'elle n'a pas pu être là, avec nous, Daniel Régnier-Boller, qui vient de publier dans la collection bouquins de chez Lafon un livre que je considère comme tout à fait extraordinaire. Je fais des animations avec elle partout. Et elle a donné la parole à d'autres. D'ailleurs, c'est elle qui chapeaute le tout. Mais enfin, bon, elle est maîtresse d'œuvre. Mais elle a donné à certains spécialistes
la mission de traduire des textes arthuriens qui sont à peine connus de l'Occident. En particulier, des textes comme Père Lesvaux. Je ne sais pas comment tu prononces, alors vas-y, dis-le en catalan. Père Lesvaus. Bon. Elle prononce Père Lesvaux, moi je dis Père Lévaux, mais enfin bon, peu importe, c'est Parsifal, c'est Perceval, c'est le héros du Graal. Pour la première fois en langue française est parue une série de textes anecdotiques de la table ronde qui nous présente une vision profonde de la légende du Graal et de la chevalerie arthurienne. Parce qu'il y a une confusion totale et absolue qui se passe à propos du Graal et de la table ronde. Bon, j'en parlais encore avant-hier. Julius et Vola, son histoire du Graal, moi j'en ai rien à foutre, excusez-moi, hein. J'en ai rien à foutre de tous ces types qui parlent du Graal sans avoir jamais vu les textes. Moi, je les ai vus. Bon. Il y a différentes versions du Graal. Bon, j'ai mis ça en série dans mon petit poche. Je vais faire de la pub. Hein. Bon, bien sûr, c'est normal. J'ai fait 2 bouquins sur le Graal. Un où il y avait quelque chose de un peu farfelu que... Bon, n'en parlons pas. Mais un autre en poche, chez Retz, où je dis les différentes versions du Graal. Maintenant, je laisse à chacun d'entre vous le soin de chercher quel est votre Graal à vous. Mais il y a différentes traditions. Et le Graal, ça peut être une pierre, ça peut être une tête d'homme baignant dans le sang sur un plateau, ça peut être l'écuelle dans laquelle Jésus a célébré la Pâque. On ne sait pas s'il l'a célébré vraiment, et bon, ça c'est une autre histoire. Ça peut être simplement le vase de Gundestrup, qui est le vase celtique où on a toute la connaissance et toute toute la richesse du monde, mais la richesse intellectuelle, la richesse profonde. Bon, peu importe. Mais il y a différentes traditions qui disent que le Graal est simplement quelque chose qui est à l'origine de tout et que nous devons retrouver. Et nous ne ferons l'Europe et nous ne ferons le monde fraternel jamais sans retrouver le Graal. Hein? Et le Graal n'est peut-être pas la même chose pour vous, ou pour moi, ou pour Victoria, ou pour Henri. Mais ça fait rien. Il faut qu'on le retrouve. Bon, cela dit, simplement pour intervenir, parce que vous n'étiez pas en train de m'agresser du tout, là, chère madame. Hein? Bon, il s'agissait tout simplement de dire que sous des symboles différents. Et moi, je me suis toujours battu pour dire qu'un symbole n'avait jamais une seule signification. Le symbole, c'est ce qui nous permet de franchir les générations par des images simples, celles que vous voyez dans les basiliques romanes, celles que vous voyez dans les églises et cathédrales gothiques. Bon. Et c'est à nous d'en tirer quelque chose. Il y a un enseignement. Nous sommes à l'origine des temps, madame. Et c'est à nous de retrouver, hein, nous n'avons plus que 10 ans avant l'an 2000, c'est à nous de retrouver ce que ça veut dire. Et pas l'extérieur. Le symbole, nous devons le retrouver dans notre caisse de résonance du cœur. Et c'est là qu'est la materia prima, l'étincelle, l'atome étincelle divine, là. Et c'est là le Graal, dans le sang qui a des pulsions dans notre battement de cœur. Rien à ajouter à ce que vous dites. Alors, à qui? C'est de la pure subjectivité. Non, attention. Subjectivité. Microcosme et macrocosme. Attention. Alors là, je suis pas d'accord sur la subjectivité. Alors là, on va se bagarrer. Là, on va y aller. Parce que je vais vous donner un exemple. Je
je te passe la parole. Oui, bon. Il faut que je parte à 19h. Il faut que tu partes à 19h. Oui, puis- Bon, J'ai le train qui m'attend. bon, il y a le train qui l'attend. Bon, alors je te donne la parole et je parlerai après. Ah non. Sur ces questions, je n'ai rien à ajouter. Je pense que le débat doit se faire avec la salle, avec tous ceux qui participent à cette table ronde et qu'ils posent d'autres questions à ceux qui sont compétents pour répondre. Moi, le Graal, je le connais assez mal et je pense que Monsieur, tu le connais très bien. vous pouvez répondre beaucoup mieux que moi. Mais il ne voilà. veut pas le dire. Il est ésotériste, lui. Oh. J'ai assez participé à des tenues blanches fermées pour savoir que ces messieurs de la franc-maçonnerie savent beaucoup de choses. Ouais. Et n'en parlent pas. Mais de toute façon, c'est intéressant parce que les Graal, Voilà. on a écrit sur les Graal dans une époque qui ne connaît pas la subjectivité, qui commençait à découvrir ce qu'on appelle l'intériorité, mais pas la subjectivité. Ben, voilà. Alors, tu as répondu pour moi. Voilà. Très bien, Exactement. très bien. Très bien comme réponse. Absolument. Le microcosme est inclus dans le macrocosme. Ben, évidemment, chère madame. Évidemment. Il n'y a pas de subjectivité. Ça n'existe pas, la subjectivité. Ce qui existe, c'est le sujet, car nous sommes tous un sujet, mais pas la subjectivité, évidemment. Mais nous sommes des sujets et des objets en même temps, c'est ça le problème. Parce que comme disait Pascal, nous sommes soumis quand même à un univers macroscopique, ou je sais pas quoi, bon, peu importe. Bon, macrocosmique. Bon, oui, d'accord, merci madame. Vous savez, la vodka, ça commence à faire de l'effet. Bon. Non, mais... Quoi, tu parles de la postérité... Bon, écoute. Non, la vodka polonaise est meilleure que la vodka russe. Bon. De toute façon... Non. Ce qui est important de considérer, je pense, c'est qu'il y a une intériorité profonde dans chaque individu et que nous sommes, depuis la tour de Babel, et c'est un mythe auquel je crois profondément, nous sommes dispersés alors que nous sommes tous d'accord, nous sommes tous frères, quelle que soit la couleur de notre peau, quelles que soient nos convictions, nos foi. Oui, j'ajoute un mot là avant de vous quitter, à mon grand regret, c'est que on a parlé tout à l'heure de subjectivité, on a dit que ça n'existait pas, nous avons dit que c'était le sujet qui existait. Mais je voudrais ajouter ceci, c'est que notre société moderne, industrielle, commerciale, comme d'ailleurs toute société, a une tendance, comme toute société, à réduire tout sujet à un objet. Car vous vous souvenez qu'on a souvent parlé, Madame Simone de Beauvoir, de la femme objet. Mais il n'y a pas que la femme qui est souvent un objet, l'homme lui-même en tant que vire, si vous voulez, est aussi réduit à l'objet, et l'homme en général est réduit à l'objet. Et le rôle peut-être de légendes arthuriennes, comme le rôle des grandes religions, comme le rôle des grandes philosophies, c'est d'essayer de redonner à cet homme le sens du sujet, c'est-à-dire de cette intériorité, et de lui permettre de lutter contre cette choséification, cette matérialisation ou cette réduction à l'objet que nos sociétés modernes, avec les pouvoirs qu'elles ont tendance à réaliser de plus en plus. Quand vous êtes devant la télévision, eh bien, mes chers amis, vous devenez un être objet. Quand vous êtes devant la télévision, vous êtes devant un être objet. Quand vous êtes devant un texte de Salomon, de Platon, de Saint-Jean, ou le roman arthurien, ou Saint-Jean de la Croix, vous devenez, ou vous redevenez, ou quand vous êtes devant un tableau de Rembrandt, de Delacroix, ou de qui que ce soit, quand vous écoutez de la musique de Mozart ou de Schubert, et que vous lisez du Baudelaire ou du Valéry, et d'autres écrivains, vous redevenez un être sujet. Or, tous, il faut nous méfier, nous avons tendance à redevenir nous-mêmes, à suivre cette pente facile de notre identité vers l'être-objet. Et il nous faut toujours faire un effort, faire, je dirais, continuellement cette sorte de conversion dont nous parle Platon dans le mythe de la caverne, vers ce que nous appelons la lumière, vers ce que j'appellerais, non pas la subjectivité, mais, madame, l'intériorité,
et cet être sujet qui pour moi est liberté, connaissance et amour. Et là, après je n'interviens plus, je ne veux pas vous fatiguer. Allez. Bon, alors, il faut conclure. Non, c'est Joseph qui va conclure. Non, je pense, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a... Bon, écoutez, on pourrait passer toute la nuit à parler de tout ça, hein, je sais bien. Si vous souhaitez Parce encore une qu'il faudrait question. parler aussi du Graal, la femme. On parlait de Père Lesvaux tout à l'heure. Ou Père Lesvaux, ou Père Lesvaux, je sais pas comment il prononce là. Moi, je sais pas l'espagnol. Oui. Mais Peut-être- c'est vrai que la femme est aussi le Graal. Non, Et vous avez remarqué que le Graal est toujours tenu par une femme? Oui, la femme est l'avenir de l'homme, c'est vrai. Non, c'est elle-même. Parce que la femme... Écoutez, chère madame, la femme a un avantage considérable sur l'homme. Elle peut donner la vie et elle conserve dans son ventre pendant 9 mois un être avec lequel elle est en symbiose. Excusez-moi, je vais être vulgaire, mais un bonhomme qui jette un petit peu de semence comme ça veut rien dire. Oh, alors là, on pourrait discuter toute une nuit, hein. Ah, alors là, attention, moi je crois que la femme transmet la vie, mais peut-être que l'homme la donne aussi, attention. Ah oui, mais Attention, bon, alors là, on va il faut faire le une pôle sacrée masculin, le discussion. pôle féminin. Et le masculin et le féminin, on Parce va que se c'est le disputer. phallocratisme. On va se disputer, ben non. Maintenant, c'est le dans phallocratisme, l'égalité. parce qu'à ce moment-là, le nom, dans les sociétés occidentales patriarcales, il est donné par le mec. Et pourquoi n'était-il pas permis, tiens, parlons de l'amour courtois, puisque nous sommes en Occitanie, pourquoi, dans l'amour courtois, et je vous renvoie à René Nelly, bon, et pourquoi l'homme pouvait-il faire quantité de choses avec la femme qui n'était pas son épouse légitime, mais pas la pénétration et surtout pas l'émission de semences. Elle pouvait faire n'importe quoi, refuser l'acte, oui. mais pas l'acte final. Pourquoi? Parce que ça faussait toute la lignée patriarcale, etc. Et alors le problème, on peut en parler longtemps, parce que chez les Celtes, justement, c'est matrilinéaire. Chez les Juifs aussi, je vous ferai remarquer. Parce que quand on est juif, c'est par sa mère, c'est pas son père, pas par son père, hein. Oh. Et regardez un petit peu la Genèse, réalisez la Bible, et voyez l'importance de la femme juive, s'il vous plaît. Là, il y a tout à réviser. Alors, là, je dois dire que je rue dans les brancards, que je suis prêt à foutre du plastique partout, hein. Bon. Mais pas dans l'hôtel, hein. Pas dans l'hôtel parce qu'il est très beau. Alors, je voudrais pas le démolir, hein. Bon. Et pas la cité, surtout. Pas la cité de Carcassonne. Mais vous savez pourquoi Brocéliande a brûlé? Pourquoi le Val-Senteur a brûlé? Parce que je l'ai voulu. Parce qu'il y avait trop d'un tas d'imbéciles qui venaient faire des simagrées par là. Et je voudrais conserver un petit peu la pureté, hein, la pureté et la beauté. Qu'est-ce que vous en pensez de la pureté et de la beauté? C'est important. Bon, j'ai terminé. Si quelqu'un a ajouté... Bon, alors, comme vous avez pu le constater, Jean-Marc Gall n'a pas failli à la tradition. Il vous a bougé, vous a secoué. Mais enfin, nous sommes heureux de l'accueillir encore l'année prochaine s'il veut bien revenir. Mais je remercie Ça en reviendra, particulier Victoria Cirlo, quand même, qui a fait ce Et elle déplacement. reviendra aussi. Et j'espère qu'elle reviendra aussi, parce qu'il est toujours intéressant de sortir un peu de notre hexagone, comme on dit, et d'avoir un peu de voir les idées des autres sur des sujets qui nous intéressent. On se replie un peu trop sur nous-mêmes en France et nous essayons d'avoir cette ouverture vers en dehors de nos frontières. Merci à monsieur Merci. aussi, et merci à vous tous alors.